une expérience qui est menée au sein du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. L'Institut Paul Bocuse est une école hôtelière relativement connue et qui a depuis 2008 en son sein un centre de recherche qui développe des recherches très générales sur l'alimentation autour de différents thèmes. Et depuis janvier 2015, donc, j'y coordonne un axe de recherche sur les dimensions sociales et culturelles de l'alimentation. Plus précisément, ici ça va être plus large, mais je le restreins plutôt aux habitudes culinaires à domicile et sur l'alimentation hors foyer. Mais ici on est dans quelque chose de beaucoup plus large, puisque ça date d'avant mon arrivée, et c'est des données que j'essaie de continuer à produire, et j'essaie surtout de questionner la méthodologie, donc c'est un peu ça que je vais présenter en filigrane finalement de ces résultats, c'est en quoi c'est insuffisant et ça demande des précisions théoriques et méthodologiques, mais c'est toujours intéressant de le voir. Et c'est un programme de recherche qui s'appelle l'Observatoire international des pratiques culinaires et des repas. Il est en train de changer de nom justement parce que ça correspond à une ambition qui est trop large et qui mérite de la précision. Donc c'est quelque chose qui existe depuis 2012 et qui se base, qui est entre autres, c'est un programme qui est supporté par des entreprises partenaires. Et dont les principaux objectifs sont de collecter des données qualitatives sur les habitudes, pour décrire les habitudes alimentaires et les pratiques culinaires en général, et d'étudier ces habitudes alimentaires et surtout la notion de food culture, culture alimentaire, à une échelle large et surtout avec une approche comparative, se donner les moyens d'essayer de comparer comment on mange aujourd'hui dans le monde. Alors les informateurs utilisés sont des étudiants en art culinaire qui viennent d'écoles partenaires de l'Institut, qui sont réunis dans un réseau qui s'appelle l'Institut Paul Bocuse Worldwide Alliance. Et ces étudiants viennent chaque année, alors ce ne sont pas les mêmes, mais tous les ans, une trentaine d'étudiants, c'est un peu grossi, donc c'est 50 cette année, viennent dans un programme qui s'appelle Art culinaire français, pour perfectionner leur connaissance de l'art culinaire français. Ils viennent pendant quelques mois. Donc voilà, alors dans les données que je présente, on a une centaine d'étudiants concernés et 15 nationalités. Les données recueillies jusqu'à maintenant ont été sous deux formes. D'abord, avant qu'ils viennent, on leur demandait de faire un reportage photo sur 2 jours. Un jour, ils travaillent, un jour, ils ne travaillent pas. Et pendant ces jours-là, de prendre en photo tout ce qu'ils mangeaient ou buvaient pendant la journée, et puis de rajouter quelques données de contexte, où ils sont, avec qui ils sont, etc., à quelle heure il est. Des éléments comme ça. Et en plus, quand ils arrivaient à l'Institut, pendant les quelques mois où ils étaient là, on en profitait pour faire des focus group, pour discuter plus généralement de leur perception des habitudes alimentaires, des évolutions dans leur pays, de façon très large. Et on pouvait s'appuyer pour cela sur les photoreportages qui avaient été envoyés avant, donc ça permettait de préciser un petit peu les données. Donc la question générale que je pose, comme je l'ai dit, c'est de cette méthodologie, de cette expérimentation plutôt que cette étude, puisqu'au niveau du cadrage théorique, on est vraiment dans un essai finalement. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur comment faire du cross-culturel sur les habitudes alimentaires. Alors l'exemple que j'ai gardé de données, c'est des données que j'ai essayé de condenser sur ce qu'on appelait la première prise alimentaire de la journée, pour ne pas parler de petit déjeuner ou de breakfast, parce que déjà rien que le terme, et c'est une des limites bien sûr du cross-culturel, la traduction qui est quasiment impossible, donc rien que le terme est un peu connoté, donc l'idée c'est ce qu'on mange en premier dans la journée. L'intérêt de travailler là-dessus, c'est d'abord c'est facile à cadrer, puisque c'est cadré temporellement, donc ça reste relativement neutre sur le plan des habitudes. Et comme c'est fréquemment pris à domicile, il y a une dimension personnelle qui joue beaucoup dans ce qu'on mange. Et enfin, on y voit des habitudes culturelles très spécifiques. Effectivement, le petit déjeuner, c'est assez marquant pour tous ceux qui ont voyagé ou rien qui vont dans des hôtels. Plus l'hôtel est haut de gamme et accueille des étrangers, plus l'offre de choix au petit déjeuner va être élevée, tant il faut s'habituer à des cultures différentes. Alors par exemple, je me suis arrêté sur les types de protéines animales non laitières consommées le matin. En France, il y en a quasiment zéro. Ça va dépendre bien sûr des gens. L'œuf apparaît dans certains régimes, parfois un peu de jambon, mais en général, on boit plutôt du lait en protéines alimentaires et on mange assez sucré en France.
ce qui est très loin d'être une généralité, ce qui est plutôt une minorité à l'échelle internationale. Et donc je me suis amusé à comparer, donc sur 160 petits déjeuners renseignés, on voit que les œufs sont très dominants, ils représentent la moitié des protéines animales non laitières consommées, et juste derrière arrive la charcuterie. Les autres restent quand même plus minoritaires. Par contre, on a des fortes variations selon les pays. Par exemple ici, entre la Colombie et la Finlande, que j'ai gardé parce que c'était assez significatif, puis qu'on avait suffisamment de renseignements. En Finlande, la charcuterie est assez peu consommée par rapport aux œufs en tout cas. En Colombie. Par contre, en Finlande, l'œuf la charcuterie a une importance énorme et les œufs sont quand même bien moindres. Autre chose qui a été fait avec un logiciel qui s'appelle Gephi, l'idée c'était de faire un nuage de mots, et ce nuage est coordonné en positionnant aussi chaque étudiant autour des... Alors la position de chaque étudiant va dépendre des aliments, des types d'aliments auxquels ils se rapprochent, c'est-à-dire qu'ils consomment, donc ils vont en être proches, et ils vont être au contraire éloignés de ceux qu'ils consomment moins. Et donc c'est ça qui va faire qu'ils vont se disperser dans l'espace autour de ce nuage de mots. Le nuage de mots mettant en évidence en taille, mais aussi en rapprochement, les aliments qui sont consommés ensemble. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais qui donne un visuel relativement intéressant. Donc en dehors du fait que le pain ressorte très fort, souvent associé au beurre et au café, on voit aussi que les relations entre les étudiants se dessinent. Alors, regroupés par unité nationale, par exemple, on peut voir que les Colombiens se regroupent autour des œufs, de la répa et d'un certain nombre de produits très spécifiques. Qu'au contraire, les étudiants finlandais sont regroupés, mais de façon plus distanciée, plus étendue, ce qui veut dire qu'ils se regroupent plus autour de choses qu'ils ne mangent pas, plutôt de choses qu'ils mangent. Donc, par exemple, les œufs, le beurre et le fromage, ils consomment moins que les autres, et donc ils vont s'éloigner. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'on parle, donc là, on parle de culture, en tout cas d'habitude nationale, de façon un peu, de façon pas du tout empirique, mais assez posée, comme a priori, on va dire. Mais si on regarde chez les Équatoriens, les hommes et les femmes sont complètement différenciés, en haut et en bas. Les hommes se regroupant autour de produits comme les jus de fruits et les femmes autour de produits comme les céréales et le lait. Donc on voit qu'il y a peut-être une habitude genrée, les données donc là sont sur quelques étudiants, c'est pas suffisant pour bien sûr faire des généralités, mais ça pose la question de est-ce que parfois les habitudes personnelles ou alors genrées, sociologiques, sont pas beaucoup plus importantes, ce qu'on sait en tout cas, que les habitudes qu'on qualifierait de culturelles. Et d'ailleurs, quand on regarde aussi un autre biais possible, c'est quand on regarde les jours non travaillés, là tout éclate. L'homogénéité est beaucoup moins visible des données, tout simplement parce que quand on ne travaille pas, on a beaucoup plus le temps de faire ce qu'on veut, donc le choix possible est beaucoup plus important, et du coup les choix personnels, individuels vont prendre le dessus peut-être sur des habitudes assez cadrées, et donc on a une espèce d'éclatement, et on voit une fois de plus qu'il faut relativiser cette idée de généraliser un peu vite des habitudes culturelles. Autre élément, donc on peut dire le pain est quelque chose de consommé de façon internationale et unifiée au petit déjeuner, sauf que le problème c'est que voilà, le terme pain, la notion de pain, ça regroupe des choses extrêmement diverses, effectivement des produits panifiés, mais autour de ça, entre le pain français, le pain blanc qui est le plus consommé, que nous on appelle pain de mie en France, il y a des pains aux céréales, le pain de seigle, notamment finlandais, je vais revenir dessus, parce que c'est un élément intéressant qui est ressorti dans les focus group, ou des pains, des trucs un peu bizarres comme les Quaker Oats, les pains d'avoine, ou choses comme ça, à la banane, des éléments. Et puis aussi l'usage, qui peut être très différent, donc c'est aussi toujours quand on prend un produit, la façon dont on l'utilise peut changer complètement la nature du produit. Là ici, voilà un exemple, voilà quelques exemples d'usage du pain que l'on peut retrouver.
Alors sur la catégorie pain, je reviens sur ce pain de sec finlandais parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties des focus group là-dessus. Donc un focus group que j'ai fait l'année dernière avec les étudiants finlandais, je discute avec eux. Bon, comme très souvent, ils commencent par me dire ouais, on a 3 repas dans la journée, voilà, assez rythmé, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Bon, très bien. Donc voilà, on dira modèle universel, etc. Bon, on peut aller un peu vite dans le déclaratif. Sauf que quand je discute avec eux un peu plus des produits, de ce fameux pain de seigle, le pain de seigle au petit déjeuner, c'est vraiment la base, et puis on accompagne ça avec des produits laitiers, yaourt et tout. Et après, il me dit, ah oui, puis dans la journée, on a aussi des snackings, notamment en fin de matinée, et puis un peu plus tard le soir. Et pendant ces snackings, je leur demande, qu'est-ce que vous mangez à ce moment-là? Bah, pain de seigle, et puis quelques produits laitiers. Je fais, ah bah comme pour le petit déjeuner, mais oui, c'est exactement pareil, on refait pareil. Et donc finalement, on se rend compte en discutant avec eux que le modèle alimentaire le plus pertinent pour le définir, c'est pas du tout le triptyque petit déjeuner, déjeuner, dîner. C'est plutôt 3 repas froids dans la journée à base de pain de seigle accompagnés de produits laitiers, plus 2 repas chauds qui vont être on peut assimiler à déjeuner ou dîner, mais ce qui finalement perd son sens puisque c'est plus inscrit dans un triptyque et en plus c'est pas du tout aux heures où nous Français on les rentrerait. Donc là les termes pareil sont intéressants à étudier. Donc une fois de plus, le fait de discuter, d'aller un petit peu plus loin dans les données, montre qu'il faut être très prudent avec le déclaratif ou avec des données un peu générales et statistiques. Voilà, on s'est amusé, enfin je me suis amusé aussi à essayer de voir où étaient pris ces premières prises alimentaires pour voir si ça faisait sens, si ça apportait quelque chose. Bon, on va très majoritairement à domicile, ce qui est plutôt logique et ce qui s'explique, ce qu'on voit dans les focus group, par des contraintes. Petit déjeuner, c'est plus facile de le prendre chez soi puisqu'on vient de se lever. Et la cuisine est l'endroit où on mange le plus le petit déjeuner, plus que la salle à manger quand il y en a, ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'on fait pendant qu'on prend le petit déjeuner. Donc là, on avait très peu de données finalement, parce qu'on n'a que 44 petits déjeuners où cela a été renseigné, donc je n'ai pas pu faire des données par pays, bien sûr, ça n'avait pas de sens. Mais d'une façon générale, ce qui est intéressant, c'est de voir l'importance de la télévision, qui, dans un tiers des cas quasiment, enfin entre un quart et un tiers des cas, est présente et allumée pendant le petit déjeuner, mais ce qui n'empêche pas qu'on discute également. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait les focus group derrière, les étudiants disent « Ah oui, j'ai mis regarder la télé, mais en fait, elle est allumée, mais on discute aussi avec mes parents, etc. » Donc finalement, je me rends compte que toutes les données qu'ils m'ont fournies perdent complètement leur sens. Parce qu'ils m'ont parfois mis qu'un seul des 2 éléments, et présenté sous forme de camembert, c'est exclusif, alors qu'en fait, les œufs sont pas du tout exclusifs. Donc ça fait complètement exploser la donnée, et une fois de plus, ça renforce l'idée qu'il faut se méfier d'un déclaratif sans observation. Donc voilà, donc pour synthétiser ce que je voulais dire ici, c'était sur les limites et les avantages donc, de l'observatoire. Sur le côté un peu des statistiques, l'idée c'est que l'utilisation de la photo a permis d'être un peu plus proche des pratiques, de bien savoir de quoi on parle à chaque fois, et d'obliger les étudiants à faire référence à des choses existantes. Et la possibilité de faire les interviews derrière permet de préciser ces données. Par contre, dans les limites, bien sûr, c'est que le nombre des réponses pour chaque pays est assez faible, pour être considéré très faible, même pour être considéré comme représentatif. D'accord, je vais conclure, il n'y a pas de souci. Merci. Et que le profil des participants, bien sûr, est sociologiquement est très similaire et en plus particulier, puisque en tant qu'étudiants en art culinaire, ils ont accès à des connaissances, à un savoir sur l'alimentation que n'ont pas les autres. Ce qui, entre autres pour les focus group, peut par contre être un avantage, parce qu'ils ont un regard un peu expert, ils s'intéressent à la question, donc ils ont regardé ce qui se passait autour d'eux, dans leur pays, ils aiment bien les choses, et ils ont envie d'en parler, donc ça en fait des informateurs assez intéressants. Et donc ces focus group permettent d'aborder des choses assez intéressantes et de re-questionner des réponses. On a des réponses et on va plus loin, c'est ce que je disais dans l'exemple finlandais. Et ça permet de dépasser la première réponse finalement qui serait donnée dans un questionnaire ou des choses comme ça. Donc pareil, une fois de plus, il faudrait des focus group aussi qui puissent dépasser ces étudiants, aller plus loin. Et je n'ai pas mis dans le bon ordre.
Donc les perspectives, ce serait qu'il faudrait donc bien sûr pouvoir élargir le nombre d'informateurs. Je passe là-dessus, c'est des questions de représentativité, etc. On est dans des choses assez classiques. Là où je voulais préciser, c'est il est vraiment important, il me semble, dans les études, quand on veut faire des études sur le cross-culturel, sur l'alimentation, de s'intéresser aux pratiques et pas qu'aux discours. Et c'est-à-dire toutes les méthodes basées uniquement sur le discours, les questionnaires, les interviews, y compris les focus group, même si ça permet d'aller un petit peu plus loin, sont insuffisants parce que ça peut donner des résultats assez faux. C'est intéressant quand on veut travailler sur les représentations générales ou les idéotypes d'un pays ou d'une culture, mais pas du tout sur ce qu'on fait concrètement. Et moi, j'ai envie de travailler sur ce qu'on fait, quelles sont les pratiques, et pour travailler sur les pratiques, eh ben, il faut dépasser les méthodes basées sur les discours et revaloriser les méthodes empiriques basées sur l'observation, telles que la méthode ethnographique, et ce genre de choses. L'idée étant toujours comment coupler ça à la représentativité en termes numériques. C'est toujours la chose. L'ethnographie, on peut observer que quelques données. Et enfin, à mon avis, il faut essayer d'en finir, ou en tout cas de trouver des alternatives à l'unité nationale comme unité de base du comparatisme cross-culturel, et trouver un moyen, par une méthode inductive, de définir des zones liées à une food culture, à une culture alimentaire, puisque quasiment toutes les études que j'ai trouvées, je suis en train de faire une revue de littérature sur la question, associent de manière automatique food culture à national culture, national food culture. Ce qui, à mon avis, n'a aucun sens sur le plan alimentaire. Parfois, ça peut se recouper. On voit qu'il y a des processus historiques, c'est ce qu'on voyait dans l'intervention d'avant, qui ont généré une culture alimentaire nationale dans un processus de discours national et identitaire. Mais pour comprendre les dynamiques actuelles, transculturelles, les évolutions et ce qui les motive, on a vu dans l'intervention juste avant que selon les catégories sociales, il y avait des préoccupations différentes et un usage notamment d'Internet. Il faut réussir à dépasser cette unité nationale et donc trouver un moyen, une méthode inductive. Voilà, je m'arrête là-dessus. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, entre autres, avec les gens de l'équipe alimentation, parce que je pense que vous pouvez m'aider dans cette réflexion. Et je remercie les gens qui sont cités, qui ont contribué à produire une partie des données que j'ai condensées, mais qu'ils ont produit aussi. Voilà, je vous remercie.